Monsieur Ravajan, bonjour. Bonjour. J'ai été très heureux de vous écouter tout à l'heure lors de votre conférence dans le cadre de Business and Entrepreneurship in Africa ici à l'Université Laval. Et comme ça, spontanément, il y a 4 questions que j'aimerais vous poser suite à cet exposé-là. La première, en fait, elle porte sur les middle class, les classes moyennes en Afrique. On a, disons, beaucoup de chiffres qui sont discutés. Certains parlent de 100, 200, 300 millions. On sait que c'est, comment dirais-je, une donnée très importante pour véritablement l'émergence du continent. J'aimerais vous entendre sur la classe moyenne. D'après vous, est-ce qu'en Afrique, elle est en train d'émerger? Quelle est sa taille? Quelles sont les conditions pour que ça aille plus vite? Parce que vous avez aussi parlé de l'emploi ou de, comment dirais-je, du fait qu'il y avait beaucoup, les Africains ils travaillent, mais souvent ils sont dans l'informel ou alors ils sont dans les emplois qui sont pas très productifs et qui ne rapportent pas beaucoup d'argent. Donc j'aimerais vous entendre sur ça. Ok. 2 ou 3 choses sur la classe moyenne. Tout d'abord, il faut. Le mot c'est un peu déceptif, c'est-à-dire que les classes moyennes ne viennent pas de la moitié de la répartition de revenus. Absolument. Ce sont l'élite. Ok, d'accord. Quand même. C'est-à-dire, l'Africain moyen, il vit sur 1,25 $ par jour. Ils sont vraiment pauvres. Donc, même si les gens qui vivent de 2,50 $ par jour, ça prend 70% de la population. Donc, les classes moyennes, ce sont les gens qui gagnent entre 5 à 30 $ par jour. Ok, d'accord. Ils sont vraiment dans le 2-3 déciles les plus riches. Okay. Mais quand même, si vous avez 30% de la population qui gagne ce niveau de salaire, ça nous donne 300 millions de personnes. Donc, et ça fait 300 millions de consommateurs. Donc, ils sont vraiment importants. Deuxièmement, c'est vraiment un phénomène des gens urbains. C'est-à-dire dans les villes. Les grandes villes. Oui. Nairobi, Yaoundé, Kinshasa, Abidjan, Dakar. C'est où on les retrouve. On retrouve. Et ils sont vraiment un bloc de consommation très puissant. Ils achètent des voitures, ils achètent des vêtements, ils achètent la nourriture gourmande. Donc pour vous, c'est une réalité. En Afrique, il y a, disons, des dizaines, des centaines de millions de personnes qui constituent un bloc massif qui est capable d'acheter. Voilà, exactement. Ils sont capables d'acheter et ils vont grandir. C'est-à-dire... Qu'est-ce qui vous fait penser que la classe moyenne en Afrique va augmenter, va s'élargir? Ils vont augmenter, à mon avis, leur taux de croissance est plus élevé par rapport au taux de croissance moyenne. Et comme le taux de croissance moyenne est à peu près 6% par an, ça veut dire qu'il accroît à 8 à 9% par an. Donc c'est vraiment un bloc important et un bloc très productif, rentable pour les investisseurs. Les investisseurs. Et ça m'amène à ma deuxième question, parce que je discute beaucoup nous liés sur afriqueexpansion.com et beaucoup de mes amis, même sur Facebook, où les gens viennent aussi discuter avec nous disent ce ne sont que des chiffres. Nous, sur le terrain, nous, en Afrique, nous, les gens de la diaspora, quand on voyage, ce n'est pas ce qu'on voit. Donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes Africains qui veulent croire, veulent espérer que l'Afrique va changer, que les classes moyennes vont augmenter, mais qui disent tout ce que vous nous dites là, ce ne sont que des chiffres. À ceux-là, qu'est-ce que vous répondez? Non, il est vrai que la croissance économique de l'Afrique est venue, la plupart viennent de la production et des exploitations des matières premières. Donc, ça ne traduit pas instantanément à l'emploi. Par exemple, si vous êtes exploitateur du pétrole comme vous, c'est très difficile à utiliser ces rentes pour l'emploi. Donc, ils avaient parfaitement raison. Mais à l'autre côté, on a aperçu, on a constaté qu'il y a une augmentation de consommation.
des Africains, surtout les Africains au niveau plus riche. Et un autre constat, c'est que on voit qu'il y a des gens du diaspora qui rentrent à leur pays en Afrique, au pour faire des Nigeria. affaires au Nigeria, au Ghana, au Kenya. Donc, eux, ils pensent que ce n'est pas forcément les chiffres, parce qu'ils pensent qu'il y a des investissements rentables, il y a des possibilités de créer leurs propres entreprises, soit certainement parce que maintenant la situation, par exemple, en Europe est très faible, et la situation à l'Amérique du Nord n'est pas assez bien. Donc, il me semble que l'Afrique est vraiment le continent, ce qu'on a dit en anglais, the continent on the rise, c'est-à-dire le continent de relance pour le business. D'accord. Passe maintenant à la troisième question. Quand je vous ai écouté, ça m'a marqué parce que c'est quelque chose qu'on constate souvent quand on va à ce genre de conférence. C'est que beaucoup de pays cités en exemple sont souvent des pays anglophones. Je n'ai pas de problème particulier parce que bon, l'Afrique est extrêmement diverse. Moi, venant du Cameroun, nous sommes un pays bilingue, donc ce n'est pas un grand problème. Mais je ne sais pas si vous partagez cette constatation-là, ce constat-là. Pourquoi? Et puis si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est souvent des pays anglophones? Est-ce que c'est parce qu'ils écrivent en anglais et que c'est plus visible? Non? Qu'est-ce qui explique versus l'Afrique francophone, par exemple? Non, la fait est le taux de croissance pour l'Afrique anglophone est plus élevé par rapport à l'Afrique francophone pendant les quinzaines d'années précédentes. Donc, vous avez parfaitement raison. Nous avons plus de cas de réussite dans l'Afrique anglophone par rapport à l'Afrique francophone. Je ne sais pas si c'est plutôt la francophonie qui est la chose commune, ou soit parce que les pays francophones sont aussi beaucoup de pays enclavés, okay. Donc il y a un désavantage là-dessus. Deuxièmement, il y a beaucoup de pays fragiles, comme la Guinée, comme le Togo. Donc, pour plusieurs raisons, il me semble qu'il y a des problèmes parmi les pays francophones. Mais aussi, et maintenant, quand on parle, on a ce problème au Sahel, par exemple. Oui, le problème oui. des Touaregs, le Mali, Al-Qaïda du Maghreb islamique, et aussi la sécheresse. Donc, ces pays, tous les pays sont francophones. La Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina, le Tchad. Donc, c'est pas forcément la langue française. Il y a un ensemble de facteurs qui pèsent. Oui, justement, parce que vous avez cité le Kenya, je n'avais pas pris cette question-là, mais je suis obligé d'en parler parce que les gens ne vous ont pas écouté, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Vous avez parlé de la révolution, de la téléphonie mobile, de tout ce que ça a engendré. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire un mot là-dessus pour ceux qui ne vous ont pas écouté, parce que j'ai trouvé le propos très fort. Oui. Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que, au-delà du fait qu'une grande partie des Africains a un téléphone portable, au-delà de téléphoner, qu'est-ce que pour vous ça signifie cette révolution? Ça signifie plusieurs choses. C'est-à-dire, tout d'abord, les gens avec les cellulaires, ils puissent gagner d'informations. C'est-à-dire, un agriculteur puisse se renseigner sur le prix. Quel marché donne le meilleur prix, et il peut y aller avant qu'il quitte sa ferme. Deuxièmement, il y a une possibilité que les citoyens, au village, soit autre place, puissent donner l'information et rendre responsable à l'État. C'est-à-dire l'État peut gagner d'informations comment est-ce qu'ils font leur boulot. Par exemple, si l'État, le gouvernement a un projet pour construire un pont dans un village et le pont n'est pas construit parce qu'il y a de la corruption.
les citoyens peuvent informer. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé. Maintenant, on fait le suivi-évaluation avec les citoyens. On fait le crowdsourcing avec le suivi-évaluation. Et troisièmement, il y a le secteur bancaire. Le Kenya. Qui a vraiment changé le marché du crédit. Parce que maintenant, il y a un moyen pas seulement de transférer l'argent, mais d'épargner l'argent et d'avoir de crédit. Donc, les petites entreprises qui n'avaient pas accès au crédit, maintenant, ils puissent attirer du crédit. Sous-question par rapport à cette question-là, justement, au-delà de ça, on a aussi vu par exemple Véron Moncou du Congo, Brazzaville, qui a inventé la WIC, la première tablette tactile africaine. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce qu'on peut penser que les TIC, surtout que l'Afrique est très jeune, c'est-à-dire que c'est des gens, des gens qui sont susceptibles d'aimer ça, de toucher. Maintenant, voilà, et ils sont en train de créer des outils comme ça. Qu'est-ce que ça arrive pour? Qu'est-ce que ça suscite? L'innovation est vraiment très forte en Afrique maintenant. Au Kenya, on a ce phénomène, on l'appelle garage 24. Il y a un garage où tous les experts de logiciels, chaque jour, ils travaillent là-dessus et ils ont inventé plusieurs choses, comme le M-Pesa, mais les autres dérivatifs aussi. Et vous avez parfaitement raison que l'Afrique a cet avantage de la moitié des Africains sont moins de 25 ans. Donc, et ce sont les jeunes qui peuvent faire le logiciel, qui peuvent faire les inventions. Donc, pour le reste du monde, l'avantage, c'est l'Afrique. D'accord. Dernière question, monsieur l'économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique, puisque c'est votre titre. Quel est ou les pays africains qui, je ne sais pas, depuis 10, 15 ans, 20 ans, vous ont le plus marqué? J'ai beaucoup entendu parler du Rwanda, spectaculaire après les problèmes avec le génocide et tout, mais vous, personnellement, quel est ou les pays africains qui vous ont le plus marqué naturellement? Pourquoi est-ce que vous faites ce choix-là? Pour l'avenir ou pour le passé? Les deux, justement. Dites-moi, si vous pouvez prendre un pour le passé, un pour l'avenir. Pour le passé, sont vraiment la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya, le Sénégal, c'est un pays francophone, le Ghana, malheureusement pas le Cameroun, pas encore. Et le Mali aussi est un des pays puissants, mais malheureusement à ce moment il y a des problèmes là-dessus. Et la Zambie, par exemple. Donc il y a une douzaine de pays qui sont très forts, qui sont vraiment à la frontière d'entrée dans ce qu'on appelle les pays du revenu moyen. Oui. Revenu intermédiaire. Intermédiaire. Ok. Pour l'avenir, ce sont ces pays, mais je vais ajouter par exemple l'Éthiopie, qui est un pays de revenu faible, mais quand même un taux de croissance très élevé. Et le Rwanda qui est aussi dans ce domaine-là. Mais aussi, il y a des autres pays comme le Bénin et le Togo, comme le Burkina. Ils sont des petits pays, mais où le cadre politique et économique est très favorable à ce moment. Donc, avec quelques chocs favorables, ils puissent aller beaucoup plus loin. Je suis surpris parce que vous ne parlez pas de l'Angola, par exemple. Je vais vous dire pourquoi. Vous ne parlez pas de l'Afrique du Sud. Vous ne parlez pas non plus du Ghana. Le Ghana, parce que, par exemple, ils ont eu, je crois, 12 ou 14% de croissance l'année dernière. Ils ont le pétrole maintenant, ça va augmenter leurs revenus. Ils sont bons dans le cacao. Vous ne parlez pas de l'Angola, alors que les réserves pétrolières sont très fortes. Il y a des bons taux de croissance, ça peut être prometteur. L'Afrique du Sud, c'est la plus grande puissance du continent. Eux-mêmes, ils ont encore beaucoup de projets. Ils ont annoncé que les infrastructures, 320 milliards d'euros. Et finalement, peut-être aussi le Nigeria, qu'on annonce peut-être d'ici 2025 comme la première puissance. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas? Parce qu'ils sont trop connus déjà? Pourquoi est-ce que... Ils sont très connus, ils sont des pays très puissants, mais un mot, la bonne gouvernance. L'Angola est exactement cet exemple. C'est un pays très riche.